Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette session consacrée à cette figure essentielle des avant-gardes portugaises qui est Amadeu de Sousa Cardoso. Et on a le grand plaisir d'accueillir pour nous parler de cela, d'accueillir Joana Cunha Leal, qui est directrice de l'Institut d'Histoire de l'Art à l'Université Nova de Lisbonne. Et donc, je vais dire simplement quelques éléments pour que vous puissiez connaître un tout petit peu plus sur ses travaux. Donc, ses premiers travaux de recherche ont porté sur les relations entre l'art, la politique et les changements sociaux au XVIIIe et au XIXe siècle. Et ces dernières années, elle s'est justement plutôt intéressée aux arts visuels et en particulier au modernisme ibérique et aux avant-gardes. Et c'est dans ce cadre-là qu'elle a travaillé sur Amadeu de Sousa Cardoso. Voilà, je lui cède la parole. Merci beaucoup. Merci Lou. Merci à tous. Je m'excuse de mon français. Je vais lire mon conférence pour avoir un français plus contrôlé. Alors, mon exposé examine les peintures collages de Amadeu de Sousa Cardoso datant des années de la Première Guerre mondiale, en discutant les relations de pouvoir qui soutiennent la hiérarchie centre-périphérie face au cosmopolitisme de l'avant-garde. Comme je l'espère de démontrer, le travail de Cardoso est important pour discuter certaines des incohérences des récits de l'histoire de l'art, puisqu'il nous montre la diversité et la complexité des échanges, des dialogues en cours dans ces peintures collages, mettant en question les idées, c'est ça que j'espère de partager avec vous, mettez en question des idées préconçues sur les lieux de production périphériques et aussi tout en perturbant les discours formalistes qui fonctionnent toujours comme le récit dominant dans l'histoire de l'art et spécialement l'histoire du cubisme. Les pratiques artistiques associées au cubisme, comme le collage, ont élargi les interrogations sur la représentation et la manipulation des signes, à la fois dans le cadre de la nommée crise de référence générale et la appréciation de la forme en tant que valeur artistique autonome. Par son tour, les récits historiographiques reconnaissent le collage comme un des nœuds centraux du cubisme, soit affirmant la pertinence des interprétations de la tradition formaliste structuraliste, soit reconnaissant aussi que les questions historiques ne peuvent pas être mises entre parenthèses sans une distorsion considérable du sujet. Alors, Amadeu de Sousa Cardoso a vécu la révolution picturale du cubisme à Paris. Il participe à quelques des expositions les plus marquantes du mouvement, je vais les nommer en ce qui suivent, et ces peintures collages contribuent à enrichir le territoire du collage cubiste. Comme nous le verrons, discuter ces peintures collages, c'est quelque chose d'important à la fois pour débattre les récits sur le modernisme et l'impact révolutionnaire du collage, et aussi pour ouvrir ces débats en perturbant, et pour moi ça c'est spécialement important, les dichotomies incontestées telles que les notions que j'ai déjà mentionnées, centre-périphérie, mais aussi les dichotomies culture érudite, culture de masse et artistes de référence, artistes suiveurs de seconde échelle. Alors, la Première Guerre mondiale a eu un impact crucial sur les avant-gardes, modifiant considérablement la géopolitique des arts.
artistes et poètes se sont portés volontaires pour combattre ou ont immigré vers des pays neutres en raison de la guerre. Certaines sont retournées dans leur pays d'origine, renforçant les dynamiques artistiques dans les lieux autrefois identifiés comme périphériques. La péninsule ibérique en est un exemple. Des artistes internationaux bien connus sont venus au Portugal et en Espagne, rencontrant des scènes artistiques locales, généralement classées comme provinciales. C'est le cas de Lisbonne, où une avant-garde locale opère depuis les débuts des années 1910. L'avant-garde de Lisbonne rassemblait des artistes, des écrivains, des poètes. Par exemple, qu'on voit José de Almada Negreiros qui interprète publiquement un manifeste futuriste en 1917. Et aussi Amadeu de Sousa Cardoso, qui a rejoint des poètes comme Fernando Pessoa et Mário de Sá Carneiro autour des revues littéraires comme Orfeu de 1915 et Portugal Futurista de 1917. Alors, l'existence d'une scène littéraire et artistique aussi remarquable a joué un rôle clé dans la décision de quelques artistes étrangers, notamment les Delaunay, j'ai parlé de ça hier, de quitter Madrid pour Lisbonne, justement en 1915. Alors, l'aura moderniste de Robert et Sonia Delaunay était pleinement reconnu par les Portugais. Robert Delaunay était connu par son association avec le cubisme et pour avoir son orphisme soutenu pour Guillaume Apollinaire. Et Sonia Delaunay était bien connue et très admirée par cette œuvre magnifique, La prose du Transsibérien, qu'elle a présentée avec Blaise Cendrars comme le premier livre simultané. Alors, l'arrivée de Sousa Cardoso, justement en 1914, il venait de Paris à cause de la guerre aussi, à Lisbonne, enfin à Portugal, au nord du Portugal, a également renforcé le milieu de l'avant-garde portugaise et Sousa Cardoso avait une expérience parisienne tout à fait importante qui rencontrant les Delaunay, Apollinaire et toutes les avant-gardes internationales dès 1912 et il présente des œuvres justement au Salon des Indépendants et au Salon d'automne de 1912 et on voit cette photographie de la section d'or où exposaient les cubistes et où on voit la peinture de Francis Picabia flanquée de deux petits tableaux de Sousa Cardoso. Justement, ils sont là. Et enfin, un de ces petits tableaux, c'est ça, avant la corrida de 1912. Il a aussi participé à l'Armory Show, où il a vendu 3 toiles au célèbre collectionneur d'art de Chicago, Arthur Jérôme Eddy. Enfin, il avait aussi des relations avec Der Sturm et les artistes à Berlin. Alors, les relations entre les Delaunay, Amadeu de Sousa Cardoso et des autres artistes et poètes portugais pendant la période de la guerre a introduit une sorte de parisianité à l'extrême ouest de la péninsule ibérique, chérie par l'historiographie. Ce moment est souvent décrit comme ayant apporté une lumière moderniste dans une périphérie européenne par ailleurs arriérée. En ce qui concerne Amadeu Sousa Cardoso, deux positions différentes émergent dans les récits
historiographiques. La première et plus récente pourrait être définie comme la thèse de l'isolement. Malgré le fait que Sousa Cardoso a eu 2 expositions individuelles à Lisbonne et à Porto et qu'il avait collaboré activement avec les Delaunay et des autres artistes portugais comme Eduardo Viana au sein de la Corporation Nouvelle et noué d'autres collaborations importantes avec le groupe de l'Orfeu à Lisbonne, comme cette collaboration avec Almada Negreiros en cette publication, l'idée de son isolement par rapport au milieu portugais a atteint des proportions mythiques. Cela est particulièrement vrai pour ceux historiens de l'art qui revendiquent Amadeu de Sousa Cardoso comme un artiste exceptionnel, singulier et unique, lui attribuant un statut de génie qui le sépare de son milieu culturel. De l'autre côté, et malgré son expérience parisienne, l'impact du milieu portugais, périphérique, est considéré comme insurmontable. C'est la seconde position historiographique que j'ai définie comme la théorie de l'endettement, car elle a pris la forme d'une interprétation historiographique qui souligne l'endettement direct et permanente de l'œuvre de Amadeu Sousa Cardoso envers notamment la peinture de Robert Delaunay. Alors, il faut bien dire que dans la peinture de Amadeu Sousa Cardoso, avant la guerre, on voit clairement l'approximation au Delaunay. Cette approximation est clairement traçable dans des tableaux comme ces compositions abstraites qui indiquent sa familiarité avec l'idée de Delaunay sur la construction d'un espace pictural pur, résultant des contrastes de couleurs simultanés. De même, et comme nous le verrons, les fameux disques simultanés des Delaunay ont été appropriés par Sousa Cardoso. Alors, ce contexte a permis d'accepter que Robert Delaunay, au Portugal avec Sonia Delaunay depuis le printemps de 1915, a maintenu une sorte de position phare par rapport aux Portugais tout au long de leur séjour dans le petit village de Vila do Conde. Même si la Corporation Nouvelle, qu'ils ont conçue ensemble pendant les années de 1915-1916, avait été une association collective non hiérarchique et était destinée à réaliser des projets artistiques communs pour un public destiné à un public international, notamment la publication d'un album collectif et l'organisation des expositions itinérantes, ça ne change rien. Alors, je ne vais pas faire une analyse approfondie de ces projets de la Corporation Nouvelle, mais il faut souligner que la consonance entre les lieux régionaux, locaux, où ces activités ont été conçues et leur profil transnational et cosmopolite. Alors, la géographie ultra-périphérique dans laquelle a opéré le collectif n'a jamais été perçu par des artistes, ou même vécu par ces artistes, comme une entrave ou une opposition aux ambitions cosmopolites qu'ils affirment très clairement. On trouve même
on trouve même le type de dialogue, on trouve le même type de dialogue non hiérarchique et de fusion organique du centre avec la périphérie dans l'œuvre individuelle de Sousa Cardoso. Alors, je reviens aux peintures de période de la guerre. On voit maintenant une toile intitulée « Chansons populaires, la Russe et le Figaro » de 1916, qui fait référence à Sonia Delaunay dans une représentation non illusionniste et fragmentée. Tous les signes flottent sur la toile et ces signes élargissent leur potentielle signification. Mais ils peuvent certainement être interprétés comme faisant allusion à la fascination de Sonia Delaunay par l'art populaire portugais. On y voit de la poterie colorée, des jouets représentés et même la poupée au centre de la composition est un exemple de déploiement de signification, car elle pourrait être lue comme la Russe, c'est-à-dire Sonia Delaunay, qui était en effet ukrainienne, elle a été née en Ukraine. Alors, la rencontre mise en scène dans ce tableau entre les signes locaux périphériques et de la culture populaire et les références internationales cultivées, comme la référence au journal Le Figaro, nous ramène à un des principaux arguments de ma conférence, c'est-à-dire à la nécessité de surmonter les dichotomies persistantes entre ces deux mondes qui finalement se entrelacent. Un autre sujet important s'ajoute à la révision des dichotomies, à savoir l'appropriation par Sousa Cardoso des disques de couleur simultanés des Delaunay. Pour le plus connu et plus important historien de l'art portugais du XXe siècle, José Augusto França, cette appropriation entraîne ce qu'il considère comme une, et je cite, une inversion fonctionnelle des cercles chromatiques, puisque le peintre portugais retire les disques simultanés de leur sanctuaire d'origine, délaunéen, c'est-à-dire la quête par la peinture pour les plonger dans la dimension mondaine de la représentation, par exemple en les utilisant comme parure d'un tablier, vous les voyez à la parure de la poupée, mais aussi comme des cibles ou comme des articulations d'un bras. Pour ce historien, cette inversion fonctionnelle est en réalité une déformation, une entorse, c'est le mot qu'il emploie, et il le juge décoratif. Ce terme décoratif a pour le historien un sens complètement négatif, bien spécifié dans la version que Albert Glaise et Jean Metzinger donnaient du cubisme en 1912, affirmant que le travail décoratif est l'antithèse même de la peinture autonome. En conséquence, l'adjectif est utilisé pour désigner ce que França, l'historien, considère comme la distance entre la peinture purement française de Robert Delaunay et l'expérience parisienne de seconde main de Sousa Cardoso. En autre terme, il s'agit d'une preuve de sa provenance périphérique.
Du point de vue préjugé de ce historien, José Auguste Franz, soutenu par une notion essentialiste de l'art et par la conviction que l'abstraction était l'aboutissement nécessaire de l'histoire de la peinture, un autre crime est commis par Sousa Cardoso. Et ce crime est surtout l'intégration des références populaires dans sa peinture. Et cette intégration faisait que les expérimentations abstractionnistes intérieures sont mises en danger, sont mises en arrière au profit de la représentation, au profit de compositions lisibles ou du moins pleine de signes lisibles, comme on l'a vu la chanson populaire La Russe et le Figaro. Cette orientation atteint son apogée avec précisément les peintures collages de la période de la guerre. Dans ces peintures, les signes lisibles sont non seulement dans ces peintures, je m'excuse, les signes lisibles sont non seulement maintenus, mais ils obtiennent parfois un potentiel narratif. Même si l'incertitude et la diversité des significations possibles perdurent, les références à des expériences partagées et à des événements de la vie quotidienne finissent par apparaître dans ces peintures collages. La toile sans titre, connue comme Machine à registre de 1917, nous donne l'exemple le plus clair du jeu que Amadeu Sousa Cardoso fait avec des signes et des actions référencées. On y voit des éléments reconnaissables comme un bras, une main manipulant une machine à registre et qui émergent parmi plusieurs d'autres éléments non dénotatifs ou très ambigus. Par exemple, les lignes suggérant un profil d'un homme et un perroquet dans le haut de la machine. Ici le perroquet, ici le profil de quelqu'un. Une lampe, des lettres et des chiffres. Ces éléments frappent à la fois par leur contour flou et par leur instabilité, comme c'est le cas des deux éclats de miroir collés à la toile, dont le reflet nuise sa stabilité. Et un de ces miroirs est placé justement à ce qui peut être la face du profil de quelqu'un. Cependant, le fait que Sousa Cardoso a travaillé sur les limites de la représentation, comme je crois, ainsi que sa manipulation des références lisibles, reconnaissables, sont restés ignorés par les historiens de l'art. Parce que la représentation est négligée, des paradoxes surgissent. Dans le cadre de l'analyse moderniste d'historiens comme José Auguste Franz, ces œuvres tardives semblent provinciales. À l'inverse, pour des historiens de l'art plus jeunes, opérant généralement dans des classifications stylistiques et désireux de prouver la valeur d'exception de Sousa Cardoso dans le panorama national, c'est-à-dire de prouver que sa singularité le sauve d'une position périphérique, ces peintures sont considérées comme compositions ouvertes à l'absurde et donc elles sont acclamées pour leur dimension anti-représentative. En ce faisant, il tire Amadeu Sousa Cardoso hors de l'orbite du cubisme
et prennent ces peintures collages comme exemple d'une abstraction proto-dada. Alors, on est bien dans une discussion sur ce qui est en place dans ces peintures. Dans les deux cas, les historiens de l'art ont privilégié l'analyse formaliste afin d'ignorer ou de mépriser toute référence extérieure, ou de lire les signes figuratifs comme des simples signifiants vides. C'est encore une alternative. Encore, dans les deux cas, la complexité et la richesse de ces signes sont restées invisibles, cachées par la conviction que la principale contribution du collage à l'histoire du modernisme doit suivre celle de l'abstraction. Et pourtant, elles doivent éclipser la représentation en soutenant une recherche formaliste pure ou en ouvrant la voie au dadaïsme. Bon, le travail de Sousa Cardoso est important pour débattre ces récits de l'histoire de l'art concernant le modernisme et l'impact du collage. Et la révision de ces récits est particulièrement, je crois, nécessaire si on considère ce qui a été négligé dans l'analyse de ces peintures collages. Bien sûr, ces peintures échappent à toute tentative d'assurer quelque chose comme un véritable saint. Il ne s'agit pas de thématisation, mais en effet, je trouve qu'on peut reconnaître les signes et les interpréter tenant en considération qu'ils sont toujours instables, notamment parce que les signes durent plus longtemps que les circonstances dans lesquelles ils ont été produits. De plus, ce sont des conventions. Nous sommes en train de discuter des conventions et sont donc liées à une ouverture de saints qui affirme la complexité et la richesse de leur interprétation. En ce qui concerne ces peintures collages, les exigences formalistes et socialistes de la peinture pure et sa téléologie de l'abstraction, ou la présupposition d'un dadaïsme découlant de l'isolement du peintre, ont ouvert la voie au mépris de l'interprétation. Mais on se peut demander, peut-être les compositions formelles déterminées par des investigations picturales ne sont pas nécessairement en contradiction avec la manipulation des signes référencés. Ou encore, peut-être que les significations potentielles de ces signes donnent une dimension représentative, voire narrative aux compositions de Sousa Cardoso sans les épuiser. Dans le cas du peintre portugais, ce mépris de l'interprétation impliquait encore de négliger sa critique avisée des débats picturaux en cours, qu'il s'agisse de l'invention du collage ou de la quête de la peinture pure, ou encore l'affirmation du simultanéisme des Delaunay face au cubisme et au futurisme. Une critique éclairée signifie contre l'idée de l'appropriation pathétique du disque simultané par Sousa Cardoso qu'il a pris une position délibérée de distanciation vis-à-vis ses amis parisiens et que cette position lui a permis de dialoguer et de commenter le travail de ses contemporains à travers sa peinture. Comme nous le verrons,
dans les prochaines minutes, les peintures collages de Sousa Cardoso mettaient en scène des récits qui sont bien sûr non canoniques et non séquencés, et des références qui sont bien sûr non illusionnistes à la guerre et à la vie quotidienne. Encore plus, elle témoigne des efforts des avant-gardes pour reconfigurer la sémiotique de la représentation, notamment après l'invention du collage. Ce faisant, la solidarité du peintre portugais avec l'accent mondain, finalement historique, du collage deviendra apparente, clarifiant son dégagement avec la quête de Robert Delaunay par la peinture pure. Cela nous permettra de comprendre son utilisation particulière, voire parodique, des disques simultanés. Ayant ces questions présentes, j'analyserai la célèbre peinture collage de 1917 qui est connue sur le titre Entrada, entrée, car elle présente un exemple frappant de fusion de modes de représentation référencés et de jeu narratif. Entrada mêle et superpose plusieurs signes qui peuvent être lus comme faisant référence à l'implication des États-Unis et du Portugal dans la Première Guerre mondiale, à savoir le mot « entrée » écrit sur la toile et l'allusion au naufrage du transatlantique Lusitania touché par un torpille tiré par un sous-marin allemand en 1915. La peinture intègre également des références à l'épisode bien connu de la stupéfiante accusation d'espionnage qui, dans ce contexte, a frappé Sonia Delaunay. Un épisode dans lequel Sousa Cardoso était directement impliqué car il était le principal responsable de sa défense, obtenant et finançant des conseils juridiques nécessaires pendant que Robert Delaunay était absent en Espagne. Cet épisode date d'avril de 1916, lorsqu'un dénonciateur assurait, en échange d'une récompense de 3 000 francs, que Sonia Delaunay envoyait des messages encryptés aux sous-marins allemands situés au long de l'Atlantique, via les disques simultanés. Je m'excuse, c'est très drôle, mais c'est vrai. La peinture de Sousa Cardoso nous montre la tour et le périscope d'un sous-marin qui est là, au centre de la composition. Juste au-dessus du mot « entrée ». Ils sont tous les deux encadrés par le foyer lumineux qui jaillit du centre de la composition. Un espace intérieur est également suggéré parmi les pièces de guitare et violon. Il est éclairé par une lampe électrique, la lampe est ici, et séparé de l'apparente obscurité nocturne par les lignes horizontales des volets dorés. Ces volets sont aussi des cordes d'une guitare qui a un miroir en guise d'œil. Vous les voyez ici et ici le miroir collé. Le faux papier collé décoré d'une fleur gigantesque qui est là, dans le coin supérieur gauche, pourrait bien appartenir à cette ambiance intérieure. Sont également présents les disques de couleur simultanés, codés, tandis que les chiffres inscrits sur le haut de la toile semblent faire allusion à la somme attribuée à l'accusateur. Enfin, et pour revenir au royaume de lumière centrale, le profil du Lusitania apparaît comme sa source. Voici le profil du Lusitania.
il est identifiable à la fois par des couleurs du drapeau national portugais peint sur le rectangle de vert coloré, qui est jusqu'ici. La Lusitanie était la province romaine correspondant au territoire du Portugal. Et par ces 4 tours imposants, 2 d'entre elles sont peintes et les autres 2 suggérées par le chiffre 2. Ainsi, on pourrait dire que Entrada capture les principaux événements de leur vie et nous raconte peut-être une histoire. Sousa Cardoso explore le potentiel de la représentation et de la narration à travers une figuration non séquencée et non illusionniste, qui quand même est bien informée par ce postal qui a circulé du côté allemand au cours de la guerre, faisant précisément allusion à l'abattre du navire du transatlantique Lusitania. Reconnaître ces références ne fait cependant pas d'Entrada une simple synédoque ou une composition fragmentée de signes figuratifs. Entrada va beaucoup plus loin. Une observation approfondie de ce collage-peinture nous montre, par exemple, que l'inversion fonctionnelle mise en équation par l'historien José Augusto França dans sa critique de l'utilisation décorative des cercles de couleurs simultanés peut être prise ici comme signalant à la fois la mise en évidence humoristique par Sousa Cardoso de la chute de la pureté originale de ces cercles de couleurs dans les terrains mondains de l'allégorie, ici travestis de messages codés d'espionnage. Et sa distance critique vis-à-vis du projet pictural de Robert Delaunay. En d'autres termes, la décorativité peut indiquer la distanciation volontaire et consciente de Amadeu Sousa Cardoso par rapport à la quête de Robert Delaunay pour une peinture pure. De plus, cela peut être vu comme un signal de la critique éclairée du peintre portugais à l'égard des débats en cours sur la place et le destin de la peinture, une position contraire à toute forme de reconnaissance dévouée, encore moins d'endettement pieux. 2 aspects principaux soutiennent cette lecture d'Entrada. Premièrement, les disques simultanés ne sont pas seulement satirisés comme des messages cryptés, mais sont également présentés ici comme des pièges à insectes et à mouches. Les interprétations possibles de cette conversion de 2 cercles que vous voyez ici, de 2 cercles simultanés, peints en une sorte de toile d'araignée, ne semblent pas tout à fait flatteuses pour le projet pictural de Delaunay. La critique de Sousa Cardoso va encore plus loin, puisqu'il aborde également le collage cubiste. Dans Entrada, ainsi que dans plusieurs autres peintures collages de cette période, le peintre met en scène les possibilités du collage en utilisant peinture au lieu des papiers collés. Il devient évident dans cette toile que Sousa Cardoso soutient l'encre comme matériau clé de la peinture. C'est-à-dire que, bien qu'il soit clairement d'accord avec l'expansion des possibilités de la peinture grâce à l'utilisation des matériaux de collage, le verre, les éclats de miroir, des petits objets qu'il utilise, il ne s'engage pas dans l'utilisation intensive du papier collé en termes ni cubistes ni futuristes. Cette position nous amène à l'utilisation continue des faux collages, c'est-à-dire à des collages qui sont
qui sont en effet faux et qu'il suggère avec l'utilisation de la peinture. Voici un exemple clair. Les allumettes ici à la base de la composition ne résultent pas des papiers collés ou des collages, mais sont faits par l'utilisation de l'encre. Les faux... il s'agit d'un choix intéressant car elle semble plaider contre la perturbation par le collage des moyens et des matériaux classiques de la peinture. Les faux collages de Sousa Cardoso mettent l'accent sur le médium de la peinture car ils semblent insister sur les possibilités plutôt que sur les limites et sont dépassement idéal. Les limites de la peinture, bien entendu. De manière frappante, dans cette étoile, Sousa Cardoso renverse l'esprit de contrefaçon des papiers collés cubistes, ramenant la peinture à elle-même. Cela pourrait être une décision, bien sûr, conservatrice. Néanmoins, c'est un geste qui double le jeu spirituel du collage sur la représentation et sur la peinture. Cette fois, le potentiel ironique ou peut-être cynique dans telle démarche repose sur la subversion de l'artificialité du papier collé. Entrada nous permet d'affirmer cette idée, non seulement parce que Sousa Cardoso falsifie des papiers collés et des collages, mais parce qu'il évoque directement les papiers collés tels qu'ils apparaissent, par exemple, dans bol avec fruits violents et verts à vin, à la peinture de Picasso de 1913, par exemple. Sousa Cardoso transforme les poires, voici les poires de Picasso, et Sousa Cardoso transforme les poires du collage de Picasso, qui est en papier collé, et voici les fruits, voici les poires et les fruits de Cardoso, un fruit pourri, qui sont peints. Ils ne sont pas des papiers collés, ils sont clairement pourris et sont peints, mais ils donnent l'impression d'être des papiers collés. Et force en même temps ces citations, qui sont les fruits pourris contrefaits, à dialoguer avec les cercles de couleurs de Delaunay, les cercles de couleurs simultanés, qui à leur tour apparaissent infestés d'insectes. Alors nous avons deux concessions incompatibles de la peinture, bien sûr le cubisme et le simultanéisme, qui sont interprétées à la lumière d'une troisième position qui dialogue avec eux. Enfin, il convient de noter que et je finis ici, que les surfaces, les techniques et les textures dans lesquelles les couleurs acquièrent de la densité par l'empattement ou le mélange de sable dans la peinture varient dans ces collages peintures dans une logique d'accumulation qui ne laisse aucune vide, tandis que invitant aux coupures, superposition et dissimulation des surfaces. Les relations positives et les oppositions entre les surfaces et ces signes restent dans l'orbite du cubisme. Bien sûr, c'est ça, c'est ma thèse. Que Sousa Cardoso n'assimile pas à un simple style, mais comme une interrogation permanente sur les moyens et les possibilités de la représentation et de la peinture. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Johanna. On va ouvrir au public les questions, s'il y en a tout de suite. Sinon, moi, j'ai une question directement à t'adresser. Durant ta présentation, je pensais aussi que 1917, c'est l'année de Parade, qui est aussi une grande année de pastiche, et qui a été analysée aussi comme un grand tournant chez Picasso. Je pense notamment au texte de Rosalind Krauss. Oui, c'est vrai. Mais Parade a été montré en Espagne, en effet, cette année-là. Mais quand les ballets russes arrivent au Portugal et à Lisbonne, ils ne vont pas montrer Parade. Ils vont mise en scène un autre répertoire. Mais le fait est que Sousa Cardoso n'était pas à Lisbonne. Il était dans le nord du Portugal et pendant ces années, il était en communication et en échange permanent avec des autres artistes, notamment les Delaunay, Eduardo Viana et Almada Negreiros qui étaient à Lisbonne. Viana était au nord aussi. Alors, c'était plutôt le milieu de la corporation nouvelle. Et l'arrivée à Lisbonne des ballets russes est un peu plus tardif. Et alors, bien sûr que les avant-gardes artistiques dialoguaient permanentement, mais il n'y a pas une liaison directe qu'on puisse établir entre la mise en scène de Parade en Barcelone et à Madrid et Sousa Cardoso. En effet, Robert Delaunay a vu Parade à Barcelone. Je crois qu'à Barcelone, et il détestait Picasso, il était vraiment énoyé par Picasso et par Parade. Alors il y a un échange très connu de lettres avec Albert Glaise qui disait bien ce qu'il pensait de cette mise en scène. Merci beaucoup. Est-ce que tu penses qu'il est possible de faire une espèce de, non pas de généralisation, mais en tout cas de penser une forme de résistance des endroits déterminés comme des périphéries à l'égard du cubisme qui produirait des formes similaires? Parce qu'évidemment, quand on voit ce corpus de collage et de peinture de Sousa Cardoso, on pense à des œuvres qui datent à peu près des mêmes années, aussi bien, je pense à Ardango Soffici en Italie, c'est-à-dire de ces futuristes qui ont regardé le cubisme de façon plus précise, ou de Malevich et du cubisme analogique à Moscou et à Saint-Pétersbourg, où, enfin, je pense que l'intuition que j'ai, et qui est une intuition sans fondement autre que des comparaisons formelles, et on retombe sur le risque de formalisme que tu as dénoncé, mais je suis navré, ça doit être une tendance profonde, en tout cas chez moi. Je ne sais pas si on peut aller au-delà de cette hypothèse, enfin de cette intuition, mais c'est une impression quand même qui serait assez générale, et même, je peux rajouter des choses chez les vorticistes anglais, on a le même genre de trivialisation volontaire du cubisme, de modernisation aussi. Enfin, je ne sais pas si c'est une question de périphérie versus centre ou pas. Je pense qu'il y a des cas très différents et j'aime bien voir et étudier ces cas des périphéries en rapport avec les autres, mais aussi
en montrant les spécificités des places. Un des plus intéressants récessions du cubisme, c'est sans doute à Barcelone. Parce qu'à Barcelone, à cause de la provenance de Picasso, bien sûr qu'il a été né à Malaga, mais il a vécu une importante part de sa vie, comme on tous le sait, à Barcelone. Barcelone fait une récession du cubisme qui met en évidence l'idée que Picasso est un fils de la terre et qui pourtant ils sont aussi ils partagent le développement du cubisme qui en effet ils ont vu très peu de l'œuvre de Picasso, ils n'ont pas vu rien, mais en effet, ils ont eu une très importante exposition de cubistes en 1912, et alors il y a une récession très, très, très importante. Dans d'autres capitales ibériques, comme Lisbonne, comme Madrid, la récession du cubisme est complètement différente. Et je crois qu'il y a, oui, on peut dire que le cubisme, on peut récessionner comme épithète, peut-être pas le meilleur terme, mais comme la langage partagé par des avant-gardes. C'est quand même entendu comme la référence partagée et la référence à partir de laquelle ils vont produire des œuvres. Alors, mais en disant ça, il faut qu'on comprenne que l'idée que ces artistes et ces milieux ont du cubisme, elle est parfois très bien informé. C'est le cas d'Amadeu Sousa Cardoso. Il connaît très bien le milieu parisien et il connaît surtout les cubistes de salon. Alors, ils sont informés, mais quand ils quand ils développent leurs propositions, bien sûr qu'ils vont développer quelques accents local. Oui, je crois qu'on peut dire ça. Mais bien sûr que cet accent local est aussi très cosmopolite et transnational pour que on ne peut pas équationner, je crois qu'on ne peut pas équationner le cubisme en mettant en dehors ou en le séparant de l'importance du primitivisme. Et soit le primitivisme qui s'y développe avec la tension et enfin, très problématique de l'art africain, entre guillemets, mais aussi un primitivisme qui a un fort accent de récupération de quelques idées de tradition, des arts, des artisanats, des folks locaux. Et ça est partout. Alors, le primitivisme est aussi une espèce de scénario qui est partagé
part tous, soit en Russie, soit en France, soit en la péninsule ibérique, Espagne et Portugal, soit un peu partout. Alors, quand même, je pense je ne suis pas sûre si j'ai répondu exactement à la question, mais le primitivisme, je crois que pour moi, ce que c'est très important, c'est que le local n'est pas en opposition à la dimension transnationale. Et que tous ces avant-gardes dialoguaient, échangeaient, connaissaient les travaux uns des autres et étaient en dialogue permanent, je crois. Merci beaucoup, Johanna. Je pense qu'on va clore. Malheureusement, il faut clore les débats, mais vous pouvez continuer à échanger avec elle. Et puis, effectivement, ces débats ouvrent de larges questions. Merci beaucoup, Johanna.